Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Donc, cela fait effectivement un certain temps, au moins quelques mois, que nous ne nous sommes pas vus sur notre chaîne, sur cette chaîne. Et il y a une raison. Il y a une raison, la raison de mon absence est due à mon travail, mais elle est combinée, elle est en conjonction, je dirais, avec la conception de 4 ouvrages successifs, du moins je dirais 4 manuels. Donc nous allons commencer par je vais commencer par vous présenter ce premier manuel. Donc il s'agit des fondamentaux de la commande publique. C'est le tome 1. Il est composé de 600 pages. Il est composé, je disais, de cours ainsi que de QCM avec des corrigés QCM. Il s'agit des fondamentaux, c'est-à-dire la base. Donc, cette base est l'organisation, l'organe public français, administration centrale, administration locale et tous ces détails. Vous avez en première partie, avec des QCM, la seconde partie, le second titre des fondamentaux de la commande publique, marché public, et les intervenants des marchés travaux. Donc tous les intervenants des marchés travaux sont détaillés, CSPS, maître d'œuvre, tous, du maître d'ouvrage jusqu'au sous-traitant, leurs fonctions et leur type de contrat possible. Donc suite à cela, vous avez bien sûr des QCM. Vous avez un phasage et une méthodologie des opérations de construction concernant les marchés travaux de l'APS jusqu'au DOE. Voilà, vous avez le total, accompagné de QCM. Par la suite, concernant la quatrième partie, vous avez les notions essentielles des marchés. Donc tous les types de marchés associés bien sûr aux marchés travaux, plus ou moins, puisque parfois je vais un peu plus loin, et les marchés à tranche conditionnelle, les marchés à bon de commande, etc., etc. Et tous les encadrements juridiques possibles qui y sont attraits, accompagnés de QCM. Les deux autres parties sont très intéressantes. Bon, il s'agit de l'encadrement juridique de la commande publique, donc on fait abstraction un peu du privé, des marchés privés. Donc l'AFNOR, on n'en parle pas trop dans ses fondamentaux, on en parlera plus tard dans d'autres ouvrages. On l'évoquera, pardon. Donc, le sujet, je disais, de la cinquième partie, c'est le Code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005, tout simplement, qui est détaillée. On travaille un peu sur le Code de la sécurité sociale et le Code de la défense. Voilà. Et pour finir, le sixième élément est un élément que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cet ouvrage des fondamentaux. Il s'agit de l'interprétation et l'analyse du projet d'ordonnance 2014, notre futur code de la commande publique, comment il sera ficelé dans les grosses lignes. Voilà. Donc, tout cela dans le tome 1. Il s'agit des fondamentaux de la commande publique des marchés de travaux, parce que c'est plus axé marché travaux, quoique on peut l'utiliser pour les marchés FCS, TIC, PI, MI, etc. Voilà. Maintenant, nous avons un deuxième tome qui est, lui, alors on n'est plus dans les fondamentaux, on est vraiment dans le mécanisme procédural de passation. Donc il décrit tout le mécanisme procédural de passation, les candidatures, les réponses à appel d'offres, les critères de pondération, les seuils, les procédures adaptées, formalisées, tous les types de procédures de passation, les futurs types de procédures de passation. À ne pas oublier que la procédure négociée deviendra procédure concurrentielle de négociation, ce qui est expliqué dans cet ouvrage. Pardon, j'ai un défaut de batterie. Donc, ne pas oublier aussi l'interprétation des DCE, les APC, comment répondre à des offres, comment postuler à des offres de commandes travaux publics, peu importe. Tout cela est dans cet
ouvrage, donc le tome 2. Nous avons aussi le tome 3. Donc le tome 3 traite du sujet de financement du marché. Donc vous avez votre marché, comment le financer, vous avez droit à quoi, les avances, les créances de nantissement, etc., etc. Donc tout ça est disséqué dans le tome 3 qui est le financement des marchés. Pour finir, un élément essentiel, puisque maintenant qu'on a le marché, on a le financement, on a répondu à l'offre, etc., on sait qui est qui, écoutez, il faut gérer notre marché. Donc on a la gestion d'exécution du marché, notamment le marché travaux, voilà, c'est aussi bien public que privé. Donc privé, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc si vous traitez le public, le privé, eh ben, écoutez, c'est les deux doigts dans le nez, si je puis me permettre. Donc du coup, l'exécution, la gestion d'exécution des marchés, donc c'est l'OS, les délais, les pénalités, les DGD, etc., etc. Les obligations fiscales, sociales, assurantielles, toute la gestion, la réception, toute la gestion d'exécution de votre marché de A à Z jusqu'à la réception. Alors, parlant de réception, écoutez, on va traiter du sujet de la réception pendant cette heure-ci. Donc, nous avons à compter de maintenant 1h20 de cours, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'explication, de fonctionnement du mécanisme procédural de réception. Donc, la réception est bel et bien une procédure du marché travaux, aussi bien public que privé, qui est indispensable dans sa connaissance ainsi que dans son application. Donc nous allons analyser la procédure suivante, bien sûr, pour la connaître en tant que telle, afin de la mettre en application, mais surtout, elle a pour but de déceler, selon le comportement et des faisceaux d'indices qui ont été émis par l'acheteur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, ou bien les constructeurs, elle a pour but de déceler la politique qui va être amenée par ces co-contractants. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire plus tard? Ce qui va nous permettre d'anticiper la chose, et ce, en quelques parties que nous nous situons. Voilà. Donc, il y a deux aboutissements à ces cours. Au primat, connaître le mécanisme. Alors, connaître le mécanisme, écoutez, grosso modo, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, on apprend, mais il y a aussi l'analyse. Et après l'analyse, on déduit. Puis on peut se passer par rapport, on peut se situer, on sait où on se situe, et on sait où va nous mener le comportement de monsieur le maître d'ouvrage ou de monsieur le constructeur. Bien, on va définir le mécanisme légal, et puis par la suite, le mécanisme conventionnel de la réception. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a un mécanisme légal. Alors, vous me direz, mais c'est quoi? Oui, il dépend du Code civil. Donc, ça dépend d'une civilité. Donc, c'est l'article 1792, 6, alinéa 1er, la réception, qui stipule que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la partie, je dirais, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Donc, elle est en tout état de cause prononcée, je dirais, contradictoirement. Voilà. Donc, ce qu'il faut évoquer, c'est l'unicité de réception et la multiplicité de formes de réception. Donc, la loi du 4 janvier 1978 définit pour la première fois la réception comme un acte unique par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Bien, c'est un arrêt inédit, mais
intéressant de la Cour de cassation du 30 mai 1986, c'est assez loin, qui ajoute qu'une cour d'appel qui relève de bon droit, que la réception consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage, mais aussi dans l'approbation par le maître de l'ouvrage, le pouvoir adjudicateur, l'ordonnateur, peu importe, que l'ouvrage est exécuté. Voilà. Donc, nous allons maintenant définir, je dirais, l'encadrement conventionnel. Donc, il y a deux types d'encadrement conventionnel. Alors, on va se dire, mais pourquoi il y a deux types d'encadrement conventionnel? Tout simplement parce qu'il y a un marché public, donc qui régit du droit public, donc administratif. Donc, c'est un tribunal administratif, un encadrement administratif, et puis vous avez des marchés privés, donc du coup, c'est du judiciaire. Bien, nous allons évoquer la partie privée au prime abord. Donc, la pratique professionnelle conduit à l'élaboration de marchés types, tant dans les marchés privés, donc, qui sont encadrés par une norme assez, je dirais, assez légère, qui serait la norme AFNOR, NFP 03001, et pour les marchés publics, il s'agit des cahiers des clauses administratives générales ou encore CCAG travaux pour les marchés travaux. Donc vous avez des CCAG TIC, des CCAG PI, prestations intellectuelles, des CCAG MI, des CCAG FCS et des CCAG travaux TX. Bien, il faut que vous sachiez que les conventions sont applicables, non pas parce que ce marché est privé et celui-ci est public, mais au prime abord, parce que il n'aurait de valeur normative que si, conformément à un article, on revient encore au Code civil, c'est-à-dire l'article 1134 du Code civil, il faut que les parties s'y soumettent expressément. Donc, une fois qu'elles se seront soumises expressément, donc ça veut dire faire un acte contractuel qui définisse l'encadrement et le mécanisme de réception, celui-ci sera applicable. Bien. Alors, la définition de la réception dans la norme AFNOR NFP 03 et 001, donc nous allons voir les grosses lignes. La norme AFNOR aborde la question de la réception à son article 17, qui se décompose en trois parties. Donc, la première partie est le 17.1, elle reprend la définition, je dirais, légale de la réception, tout simplement. L'article 17.2 est elle relative à la réception amiable, et l'article 17.3 est relative à la réception judiciaire. Donc, effectivement, il y a un type de réception amiable que nous allons décortiquer et un type de réception judiciaire. Nous allons voir par la suite. Donc, ces deux derniers points vont être abordés par la suite, de manière détaillée. Donc maintenant, nous allons évoquer la définition de la réception, mais dans les CCAG travaux, donc quand il s'agit d'un marché public. Donc le CCAG travaux, lui, envisage la question de la réception aux articles 41 ainsi que 42, sans pour autant la définir précisément. Maintenant, nous allons évoquer le fait de l'unicité de réception. Alors, l'unicité de réception, pour certains, aujourd'hui, il est évident que la réception, eh ben, elle est au sens de l'article 1792.6, un premier du Code civil, eh bien, elle est unique. Donc, c'est à la fin, on fait la réception. Eh bien, aujourd'hui, peut-être, et encore que, selon certains cas spécifiques, mais il y a quelques années, sur quelques dizaines d'années, eh bien, ce n'était pas du tout le cas. Donc, l'affirmation du principe d'unicité de réception
est née en fait sous l'empire de la loi du 4 janvier 78. Alors, elle a touché aussi le code des sociétés, enfin, le droit des sociétés pour sa part, mais là, on va regarder la partie de la loi du 4 janvier 78 qui touche la procédure de réception. Donc, quoique l'article 1792-6 du Code civil ne l'affirme pas de manière, je dirais, expresse, il est acquis que la loi du 4 janvier 1979 a opté pour un principe d'unicité de réception, donc qui abandonnait le mécanisme euh, euh, applicable antérieurement, je dirais, qui s'appliquait avant. En fait, avant, de manière antérieure, nous avions une double réception. C'est une double réception. Oui, on avait une double réception. Donc c'est un peu, c'est ce fameux principe d'entonnoir. On l'aura toujours, mais là, c'est une sécurité supplémentaire quelque part. Donc nous avions une réception provisoire et puis après une réception définitive. Voilà. Donc ce principe a été abandonné pour faire part à un principe d'unicité. Alors, bien sûr, quand un mécanisme procédural de réception peut être appliqué conventionnellement, choisi avec les deux parties contractantes, effectivement, on peut choisir un principe de réception dualiste quelque part, et non d'unicité. Voilà. Alors, dualiste, c'est bien dire, on va dire, avec une forme provisoire et une forme définitive. Alors, pourquoi je ne dis pas dualiste? Vous le verrez, parce qu'il y a plusieurs formes, mais ça, je vais l'évoquer dans la suite. Euh, donc, il en découle qu'en principe, il ne saurait y avoir qu'une seule réception. Voilà, à ce jour. Une seule réception, attention, par ouvrage immobilier réalisé, de sorte qu'en cas de pluralité d'actes intitulés réception, donc plusieurs actes de réception par les parties, alors je pense notamment aux mécanismes qu'on peut observer, je dirais en pratique, euh, figurant au CCAG Travaux dans les 41 et 42, donc de la réception notamment par lot. Voilà. Donc, seul le dernier acte vaudra véritablement réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil. Maintenant, nous allons évoquer l'atténuation du principe. Alors, je reviens sur les lots. Donc, au cas, si vous n'aurez pas compris, la réception par lot est autorisée, mais attention, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, seule la réception, seul le dernier lot réceptionné fera acte de réception de l'ouvrage. C'est important pour les délais de garantie. Voilà, on reviendra par la suite sur le sujet. Alors peut-être pas dans cet enregistrement, mais dans la deuxième partie de ce cours. Donc nous allons évoquer l'atténuation du principe d'unicité de réception sous l'empire de cette fameuse loi du 4 janvier 1978. Donc atténuation, nous allons voir de quoi il s'agit. Donc la pluralité de réception devant les juridictions judiciaires, donc concernant les marchés privés, sous l'empire de la loi de 4 janvier 1978, tout au moins les juridictions judiciaires, attention, ne saurait donc y avoir de pluralité de réception. Donc, ça veut dire clairement que pour une autorité judiciaire, donc dans un marché privé, il n'y a pas de pluralité de réception. Donc, elle est unique. Voilà. Point. Ce principe connaît néanmoins une atténuation dans certaines hypothèses particulières. Donc, en premier lieu, la multiplicité de réceptions semble être admise lorsque le projet de construction comporte la réalisation de plusieurs bâtiments physiquement distincts.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Alors, il ne suffit pas que vous ayez un immeuble construit et puis qu'à 2 mètres, vous en ayez un autre. Non, 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 non. Il faut que les fondations de ces deux structures ne soient pas les mêmes. Auquel cas, c'est un même élément structurel. Voilà. Donc, c'est ça, physiquement distinct. C'est-à-dire, aussi bien en fondation, en infra qu'en superstructure, c'est bien, les biens distincts. Ça peut appartenir au même terrain, au même lot, soit, mais les structures n'ont pas les mêmes fondations ou elles ne sont pas, je ne sais pas, elles peuvent avoir des fondations différentes et être, par exemple, quoique c'est un peu possible, il faut être un bon ingénieur structure pour le sujet, et elle peut avoir la partie infrastructurelle en commun ou la partie superstructurelle, peu importe. Mais j'ai des doutes, hein, mais c'est possible. Donc s'il y a une possibilité que ces structures soient reliées, eh bien à ce moment-là, il n'est plus physiquement distinct, ne serait-ce que dans les fondations. Bien, c'est la logique qui se dégage d'une motivation d'un arrêt de la troisième cour de la Chambre de cassation qui a été fait il y a 100 ans, bon, il y a assez longtemps, donc c'est 4 novembre 2004 pour être plus précis, qui, pour justifier, je dirais, la solution au regard de la question de l'aggravation des désordres, affirme que les désordres constatés dans les villas, je veux dire 11, 12, 13, 14, 15, bon, avaient été dénoncés après l'expiration du délai décennal. Donc, ce qui voulait dire que bien que l'ensemble, je vais citer Cérus, je ne sais pas, je ne vais pas le nommer plus exactement, soit constitué de 47 villas qui étaient construites selon le même procédé, voilà, chacune d'entre elles devait néanmoins être considérée isolément, indépendamment des unes et des autres, qui constituaient un cas particulier. Voilà. Alors, vous me direz, mais pourquoi? En raison notamment du sol de fondation qui n'était jamais le même, primo. Et puis il y a une deuxième contrainte qui s'est mise dessus, effectivement. Mais bon, là, il faut pouvoir gérer la chose. On peut gérer cette chose que sur des gros projets. C'est la saison. C'est la saison pendant laquelle le béton a été coulé. C'est-à-dire que si vous faites 2 villas, vous la coulez la même saison, mais si vous en faites 47, vous ne pouvez pas faire dans la même année 47 villas. Vous pouvez, mais bon, ça demande beaucoup de monde, beaucoup de gestion, et ça coûterait beaucoup plus cher. Je pense. Mais bon, j'ai rarement vu la chose. Bien, la Cour d'appel a pu déduire que chaque saison, enfin chaque villa, étant un ouvrage indépendant, qui n'était pas, qui était fait à des saisons différentes, qu'il a été fait, qui n'ont pas les mêmes fondations en commun, qui sont des bâtiments, des structures distinctes, il ne pouvait être retenu de désordre constaté dans une villa qui serait de nature à constituer, je dirais, l'aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble, une autre structure. Voilà. Bien, à poursuivre. On va continuer, on va poursuivre cette logique. Il convient d'estimer, donc, dans la logique, que chaque villa est, à raison de son indépendance physique, un ouvrage distinct, de sorte qu'on pourrait, dans de pareilles hypothèses, admettre qu'il soit procédé à autant de réceptions que de bâtiments construits. Bon, on le voit, à ce jour, la solution, elle n'est pas certaine. Sur ce point, la Cour de cassation reste manifestement attachée à la logique de la réception unique. Bon, en second lieu, on va évoquer un cas particulier qui est le cas, c'est un arrêt du 2 mars 2011 qui admet une multiplicité de réceptions dans une hypothèse particulière. Donc, où des travaux de reprise auraient été réalisés sur des fondations, travaux donnant lieu à 3 tranches successives, à raison de l'aggravation progressive des désordres. Alors,
je finis ma phrase. Donc la Cour de cassation, en cette hypothèse particulière, a admis 3 réceptions et devait, qui étaient intervenues. Moi, personnellement, lorsque je vois dans un texte, parce que là il s'agit d'un cas, d'une jurisprudence bien précise, celle d'un arrêt du 2 mars 2011, et lorsque je vois dans cette jurisprudence, en fait, dans cette voie prétorienne légale, le terme tranche, moi, vient à mon idée que ça ne puisse être que du marché à tranche conditionnelle. Qu'il se serait passé hypothétiquement, il nous aurait été hypothétiquement prévu avec en 3 phases, avec un intervenant particulier dans la tranche ferme, mais celle qui aurait été par la suite, aucun des successeurs ne l'aurait eu en acquis. Donc du coup, il y aurait eu 3 réceptions pour à chaque tranche d'ouvrage. J'imagine les choses ainsi. Je n'ai pas fouillé plus en détail parce que je n'avais pas parce qu'il n'y avait pas nécessité de la chose. Mais attention, dans certains cas, on peut avoir 3 réceptions distinctes sur le même marché et avec des interlocuteurs différents. Ah, c'est surtout ça, là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la première tranche, concernant la tranche ferme, vous auriez, je ne sais pas, du Bouygues, voilà, il a fait sa tranche ferme, l'autre tranche ne lui est pas acquis, voilà, la tranche X, par exemple, donc ça serait, je ne sais pas, Vinci, dito pour Vinci, et ça serait GCC qui le retrouve. Donc chacun aurait une réception de ses phases travaux à sa propre tranche. Donc on se retrouverait avec un marché avec 3 types de réceptions, avec 3 réceptions effectuées. Alors pour autant que, selon l'article 1792-6, premier du Code civil, il est censé n'en avoir qu'un seul. Et on peut l'admettre. Voilà, c'est un cas exceptionnel. Donc enfin, ces exceptions ne doivent pas enfin, construire l'idée, je dirais, qu'on puisse estimer qu'il serait possible de déroger à un principe d'unicité, puisque là, l'unicité est édictée par un encadrement juridique, qu'il soit administratif ou judiciaire, mais ne pas profiter de la voie conventionnelle contractualisable, comme le stipule l'article 1134 du Code civil, pour en faire une multiplicité, c'est-à-dire une forme provisoire et une forme définitive. Voilà. Donc, la Cour de cassation admet la réception par lot. Alors, c'est autre chose, la réception par lot. Personnellement, moi, je pense, comme il a été démontré dans d'autres cas, que la réception par lot, en fait, elles ont des objets très limités. Alors, vous me direz, mais en quoi? Uniquement à marquer la fin de l'exécution du contrat d'entreprise. Et elle ne serait constituer une réception, je dirais, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, tout simplement. Bien, admettre une solution inverse, je dirais, admettre que la réception du lot gros œuvre est une réception en soi, ça se conduirait de manière certaine, à contredire toutes les vérités prétoriennes légales, c'est-à-dire, en clair, toutes les jurisprudences légales, puisque ce sont des jurisprudences, visant, à unifier, je dirais, le point de départ des actions en responsabilité pour des désordres apparus postérieurement à la réception. Voilà. Donc, ça nécessiterait, ça soulève un gros problème, finalement pour les délais, pour les garanties, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons évoquer la pluralité de réception devant des juridictions administratives. Alors là, on est face à une administration donc administrative, c'est-à-dire publique. Donc, il s'agit d'un marché public avec un tribunal public administratif. Donc, s'il est admis pour lui, je veux dire, dans un marché public, que la loi du 4 janvier 1978, de même que le CCAG Travaux, dans sa rédaction de 76, il y en a une autre récemment,
qui ont abandonné le système de dualité de réception. C'est admis que ça a été abandonné. La réception d'abord provisoire, puis définitive. Donc, on a abandonné ce système donc, de dualité. Hein. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le sacro-saint du tribunal de la juridiction administrative. C'est le sacro-saint. Admet que les parties puissent déroger, y compris en cours d'exécution, à ce principe d'unicité de réception. C'est-à-dire que vous avez contracté, comme le stipule l'article 1134 du Code civil, pour appliquer le mécanisme procédural de réception conventionnelle. Vous avez fait un contrat, vous avez choisi une procédure, mais en cours de marché, en cours d'exécution de votre marché, voilà, vous l'avez pas fini, vous êtes à 10 mois ou à 15 mois, peu importe. Euh, Même si le clos couvert, si le hors d'air est fait, peu importe. Vous pouvez. Les deux parties contractantes décident de modifier les clauses de procédure, modifier la procédure tout court. C'est possible. Donc vous pouvez dire, oh non, elle sera provisoire et puis après, elle sera définitive. C'est possible. Voilà. Donc, il a été jugé qu'en présence d'une dualité d'actes de réception, alors que les marchés prévoyaient un mécanisme de réception unique, voilà, que la commune intention, ça veut pas dire qu'il y a un des parties, ça veut dire les deux parties, les deux. Commune intention des parties était de faire de la seconde réception une réception définitive. Donc, la réception unique au sens du contrat. Voilà. Donc, maintenant, nous avons vu qu'il y avait une forme d'unicité et une forme de dualité, donc qui peut être appliquée. Donc, aujourd'hui, au prime abord, elle est unicité, mais attention, selon les cas, elle peut être dualité, selon les cas. Voilà. Mais en majeure partie, elle est unicité. Voilà. La différence. Maintenant, nous allons évoquer un autre sujet, parce que moi, je vous avais parlé d'unicité et de pluralité. Pas de dualité, de pluralité. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Oui, ben, l'unicité qui s'oppose qui est antagonique à la dualité, ça on a traité. Maintenant, la pluralité. La pluralité dans sa forme, pas dans son mode, dans sa forme. Bon, alors, donc, pour vous expliquer la pluralité de ces formes, il faut que je vous explique tout simplement quelles sont ces formes. Voilà. Donc, l'incidence de la question de l'achèvement de l'ouvrage sur la réception, absence d'achèvement, n'interdit pas la réception de l'ouvrage. Attention, si un ouvrage n'est pas achevé, on peut le réceptionner. Il faut bien inclure ça dans notre mode de raisonnement. Parce que c'est très important. Hein. Donc je répète, l'absence d'achèvement de l'ouvrage n'interdit pas la réception de l'ouvrage. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une obligation de le réceptionner. Ça veut dire que les deux parties peuvent le réceptionner. Le maître d'ouvrage peut le réceptionner. Voilà. Si les deux parties sont d'accord. Bon. Il y a une position de la jurisprudence jusqu'au 12 juillet 1989. La jurisprudence tant judiciaire qu'administrative estimait que la réception ne pouvait intervenir en l'absence d'achèvement de l'ouvrage. Donc effectivement, avant 1989, en 1988, eh bien écoutez, votre ouvrage n'était pas fini, je ne peux pas le réceptionner. Voilà, votre ouvrage n'est pas fini, ben, il n'y a pas de réception. Voilà. Donc, dans un arrêt de principe du 12 juillet 1989, la Cour de cassation a abandonné cette position en censurant un arrêt de la Cour de Bordeaux. Tout simplement,
celle-ci avait débouté le maître de l'ouvrage de sa demande d'indemnisation qui était fondée sur la responsabilité décennale. Alors, les demandes d'indemnisation sont toujours fondées sur les garanties, voilà. Donc sur la décennale, au motif que la construction de l'immeuble n'était pas achevée et que la réception ne pouvait intervenir que lorsque l'ouvrage était achevé. En effet, la Cour lui reproche d'avoir ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Voilà. Donc le simple constat de l'inachèvement des travaux ne permet donc pas au juge de nier l'existence d'une réception. En revanche, et bien évidemment, l'absence d'achèvement rend d'autant plus important le constat d'une volonté non équivoque de recevoir. Effectivement, si mes travaux ne sont pas effectués chez moi, je ne vais pas réceptionner l'ouvrage. Ils ne sont pas finis, non, lorsqu'ils seront finis. Ah, donc, ça, c'est un point. Maintenant, nous allons voir la combinaison de la jurisprudence avec les normes AFNOR, c'est-à-dire les jurisprudences dans les marchés privés, soutenus par un système conventionnel qui est l'AFNOR, et les marchés publics, soutenus par le système conventionnel du CCAG-TX. Donc, tant la norme AFNOR pour les marchés privés que le CCAG, c'est clair, pour les marchés publics, privés et publics, il pose comme condition expresse et préalable à la réception, l'achèvement des travaux. Donc pour la norme AFNOR de décembre 2000, je disais que pour les travaux, il faut que pour que les travaux soient réalisés, les travaux qui seraient hypothétiquement, on va dire, réalisés par un groupement d'entrepreneurs, la réception, elle ne peut être demandée qu'à l'achèvement de l'ensemble de l'ouvrage faisant objet du marché des entrepreneurs groupés. Pour des travaux réalisés par des entrepreneurs séparés ou par des entrepreneurs généraux. La réception, elle ne peut être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de cet entrepreneur ou de, de chaque entrepreneur ou de l'entrepreneur général. Voilà. Qui était en cause du marché. Donc, sauf s'il y a une stipulation contraire, une clause dans notre contrat. Donc, maintenant, pour les CCAG, dans la rédaction issue du décret 78-87 du 21 janvier 76, le procès verbal de réception, lui, fixe la date à laquelle retient l'achèvement des travaux. Point. J'ai un procès verbal de réception. Celui-ci, il y a une date. Il fixe la date qui est dessus, hein, retient l'achèvement des travaux. C'est important pour les délais de garantie. C'est très important. Tout par-delà. Toutes vos garanties biennales, les GPA, garantie de bon fonctionnement, décennale, partent de cette date-là. Voilà. Donc la question de la compatibilité de ces stipulations avec les jurisprudences, je dirais, précitées par la règle du juillet 89, où se pose, je veux dire, en rapport, effectivement, à cette fameuse article qui est, c'est un peu expliqué, c'est l'article 1792.5 du Code civil. Alors, je reviens au civil, parce que c'est très important. Le 1792.5, dans sa rédaction, qui est issue d'une loi, qui est 92 129 du 19 décembre 90, qui répute non écrite toute clause d'un contrat, qui a pour objet d'exclure la garantie prévue à l'article 1792.3. Donc à 1792.3, nous avons des garanties travaux, louage-ouvrage. Nous sommes dans la partie louage-ouvrage du Code civil. Hein, donc, voilà, et dans la partie louage-ouvrage,
nous avons le 17.1, 17.2, 17.3. 17.3, garantie. Garantie, assurance. Obligation fiscale, sociale, assurantielle. Là, on est dans les obligations, contrat, garantie. Donc, concernant les garanties et donc le 17.92.3 et le 17.92.6, ça concerne, comme vous le savez, la partie des procédures, différentes procédures de réception, donc, où alors, il est interdit d'exclure, donc on ne peut pas exclure la garantie, tout ce qui est garantie assurance, et on ne peut pas exclure les procédures de réception dans un marché, dans un contrat d'ouvrage-ouvrage, tout simplement. Ou même bien, de limiter la portée, c'est-à-dire de limiter la portée, tout simplement, de l'article de l'encadrement des garanties et des réceptions. Alors, concernant l'article 1792.6 du Code civil, ça concerne la réception, on n'a pas le droit de diminuer celle-ci. Donc, de diminuer la portée et de la rendre non, je dirais, de l'enlever, de mettre une clause qui la rend inutilisable, je ne sais pas, qui enlève la procédure de réception. Donc, ces clauses-là, auquel cas, s'il y est signé la chose sur son contrat, seraient réputées non écrites, tout simplement. Bien. Si la jurisprudence, à ce jour, elle n'a pas tranché cette question, elle admet, ou elle a admis, je dirais, la validité des clauses prévoyant que la réception découle de la seule prise de possession, je dirais, de solutions transposables ici. Donc, c'est-à-dire l'achèvement de l'ouvrage, qui est un critère d'appréciation, donc de la légitimité du refus express du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage. Donc, on est bien dans les critères d'appréciation de cette légitimité de refus. Alors, je vais vous expliquer par la suite, parce que ces critères d'appréciation, eh bien, ils sont évoqués. Voilà. Ils sont détaillés et ils sont appliqués. Donc, si l'absence d'achèvement n'interdit pas au maître d'ouvrage de prononcer la réception, il semble en revanche que l'achèvement, voire le quasi-achèvement de l'ouvrage, prive de légitimité le refus du maître d'ouvrage réceptionné, ce qui est du coup assez cocasse. Un arrêt du 30 octobre 1991 a ainsi, je dirais, confirmé un arrêt de la Cour de Nancy qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, estimant que, alors, il y a la réception amiable et la réception judiciaire. L'amiable est composée d'une expresse et une tacite, voilà, et la réception judiciaire, c'est un des tiers qui saisit le tribunal et un magistrat qui stipule la réception. Et on verra ça par la suite. Donc, un arrêt du 30 octobre 91, je disais, a ainsi confirmé un arrêt de la Cour de Nancy qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage. Donc il y a eu deux jugements, un à Nancy et puis un arrêt du 30 octobre 91. Voilà. Donc deux actes de procédure qui légitiment la chose. Donc, estimant que l'immeuble construit étant effectivement habitable, à l'exception, je dirais, de deux pièces en sous-sol, le refus du maître d'ouvrage de réceptionner n'était pas justifié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette procédure? Il faut vous expliquer pour ceux qui ne savent pas trop, qui connaissent pas trop le droit, comme ça se passe. Hein. En un, il y a un tiers qui a une partie demandeur, une partie défendeur, qui a fait, qui a signé devant la cour de Nancy le maître d'ouvrage, peu importe, le tiers. Celle-ci, il y a eu un premier jugement et il y a eu un appel. Et l'appel, c'est un arrêt du 30 octobre 91, donc l'appel était fait en 91, et corroboré ce qu'avait émis comme jugement la cour de Nancy. Voilà, c'est tout simple. Donc,
On a un cas où euh, un maître d'ouvrage ne réceptionne pas et assigne, réponse de la cour, le maître d'ouvrage fait appel et réponse qu'on appelle, et qui est dicto, stricto sensu, celle de la cour. Point. Voilà. Le débat est clos. Ça ne va pas plus loin. Bien, inversement, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 15 mars 2002, un arrêt de la Cour de Toulouse cette fois-ci. C'est assez rigolo, c'est particulier. Donc, celui-ci ayant refusé de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage suite à un refus, je dirais, express du maître de l'ouvrage dès lors qu'elle avait constaté, tenez-vous bien, l'inachèvement de nombreux ouvrages nécessaires dans les parties communes. Alors voilà. Ce qui tape dans les réserves, c'est ça, les parties communes. Boum. Lorsque vous avez dans vos réserves des parties communes, des gros travaux dans les parties communes, euh, c'est le maître d'ouvrage, lui, le magistrat l'écoute avec des oreilles. C'est très. Ah oui, pour lui, c'est recevable. Là. Il n'y a aucun souci. Hein. Alors, les parties communes. Les parties privatives. Les parties privatives, moins, mais très important. En effet, ceux-ci ne permettent pas la livraison des appartements dans des conditions d'habitabilité normales. Voilà. Donc, si ces conditions ne sont pas émises, ben, c'est pas l'ouvrage n'est pas réceptionnable, hein, tout simplement. Euh, la première partie, c'est les parties communes. Après, on arrive aux parties privatives. Et ce que j'ai pas noté dans cet écrit, c'est aussi de faire très attention aux DAS. Une simple porte DAS, simple porte secours, sécurité incendie, n'étant pas aux normes, et vous étant en ERP, je ne sais pas, en établissement de recevement du public, ou ne serait-ce que dans un immeuble d'habitation, vous n'êtes pas obligé d'être en tertiaire. L'objet, alors si vous êtes en tertiaire, c'est pire parce que vous êtes que du travail. Si vous êtes que du travail, l'ouvrage n'est pas recevable. Vous risquez d'avoir comment dire, des problèmes, des négociations, on va dire, sur le prix de l'ouvrage par la suite. On reviendra par la suite. Donc, lorsque les parties communes, euh, ça peut être ou structurel, mais notamment les DAS incendie, voilà, et les parties privatives ne sont pas signées, là en l'occurrence c'était le cas, bah, écoutez, le magistrat ne prononce pas la réception, tout simplement. Donc la même solution, elle semble être retenue par des anciens arrêts du Conseil d'État. Hein. Donc, c'est que ce soit cours de. Alors pourquoi je vous dis Conseil d'État? Pourquoi je vous ai dit que la même solution a été retenue dans des arrêts du Conseil d'État? Tout simplement que la Cour de cassation, c'est une cour qui est judiciaire, donc qui est pour des marchés, qui traite des marchés privés, et le Conseil d'État, lui, traite des marchés publics. Donc, ça veut dire tout simplement qu'en termes de jurisprudence, c'est-à-dire de voie prétorienne légale, aussi bien le Conseil d'État, sacro-saint, que la Cour de cassation ont la même vision. Ils ont les mêmes visions sur le sujet. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir, du moins évoquer, ce mot c'est joli, nous allons évoquer les modalités et formes de la réception. La réception peut résulter soit, je dirais, d'une décision expresse du maître de l'ouvrage, soit d'une attitude ou d'un comportement duquel découlerait l'expression de sa volonté. Donc c'est très intéressant. Ça serait très intéressant à écouter pour les titulaires de marché qui voudraient solliciter, du moins qui voudraient pointer du doigt le comportement du maître d'ouvrage afin de réceptionner ses marchés. Donc maître d'œuvre, adjoint, conducteur de travaux, surtout les maîtres d'œuvre, ouvrez vos oreilles. Voilà, tout simplement, et titulaires de marché. Euh, notamment. Voilà. Donc, et concernant les maîtres d'ouvrage, boucher les. Voilà, voilà. Donc, on parle respectivement
de réception express d'un côté et de réception tacite. Alors, la réception tacite, c'est un type de réception qui, qui est venu, qui est arrivé il y a quelques temps, quelques années, coucou je suis là, et qui a été admise et normalisée, puisqu'avant c'était pas comme ça. On va voir ça par la suite. Donc nous avons, j'ai perdu ma page, nous avons au-delà de ces deux réceptions, résultant d'une volonté, je tiens bien, du maître de l'ouvrage d'un côté, donc la réception express et la réception tacite, ça résulte du fait du maître de l'ouvrage. Là, on est dans un cas de réception amiable. C'est le cas de réception amiable. D'accord? Là, ça se complique. Ça se complique parce que au-delà de ces deux types de réception, on a euh, la volonté de prononcer la réception par un juge, donc de manière judiciaire. Donc le magistrat prononce la réception euh, qu'il estime, s'il estime que l'ouvrage est objectivement en état d'être reçu, tout simplement. Voilà. Donc avant, alors, je redessine pour poursuivre. On a la forme amiable qui se compose en une forme de réception express, tacite, et puis nous avons une forme judiciaire qui, elle, se compose d'une forme judiciaire suivie par un juge. Donc on a trois formes, deux formes déclinées en trois. Donc avant d'aborder ces différentes formes de réception, il faut savoir que les parties, attention, hein, peuvent prévoir contractuellement que la réception serait essentiellement qu'express. C'est possible. Voilà. Selon les modalités qu'elle déterminerait, tout simplement. Donc, cet encadrement est bien sûr de type contractuel et exclut toute réception tacite. Tacite, c'est particulier. Bon, mais au-delà de cela, aucune clause ne serait, attention, priver un magistrat de son pouvoir de prononcer une réception d'ouvrage qui est en état d'être reçu. Donc on ne peut pas enlever, mettre une clause sur notre contrat, voilà, bah écoute, cette clause interdit le fait que tu puisses m'assigner pour réceptionner l'ouvrage, Donc on évite la voie de réception judiciaire, c'est interdit. Bon, non, on ne peut pas se substituer en encadrement juridique. Voilà. Donc, la réception express de l'ouvrage, et puis ses notions. Donc, la réception peut, en premier lieu, être express, voilà, sur le plan formel. Sur le plan formel. Donc, la Cour de cassation, elle retient que la réception est soumise à aucun formalisme particulier. C'est ouvert à tout, on peut réceptionner comme on veut. Non, en pratique, il y a une pratique. Il y a une pratique, et elles prennent plus souvent une forme d'un procès-verbal de réception. Bien. Donc cette pratique est encadrée, clausée, sur la forme conventionnelle, bien sûr, et non la forme juridique. Bien. En revanche, la déclaration d'achèvement des travaux, qui est un autre écrit, n'est pas assimilable, hein, à un procès-verbal de réception. On est d'accord? Donc je répète, parce que certains l'oublient. Voilà. Une déclaration d'achèvement de travaux, d'accord, n'est pas et ne sera jamais assimilable à un procès-verbal de réception. Point. Elle ne peut pas constituer une réception. Ça ne constitue pas une réception. Avec ce document, vous allez devant un magistrat, c'est bon, il a reçu. Non, il n'a pas reçu. C'est faux. Voilà. 1. Donc, je disais, étant en outre rappelé, je continue. Euh, donc, la déclaration d'achèvement de travaux n'est pas assimilable à un procès-verbal de réception. Donc, il ne peut pas constituer une réception. Mais aussi, ce qu'il faut vous rappeler, c'est
comme on l'a vu précédemment, l'achèvement de l'ouvrage n'est plus une condition, je dirais, même si j'aime pas ce mot, puisque j'y crois pas à ce mot, hein, je pense au terme honnêteté peut-être, mais pas objectif. Il n'est pas une condition objective de réception. On l'a vu précédemment, puisque l'ouvrage peut être euh, n'est pas obligatoirement achevé, qui peut être reçu. Donc on peut réceptionner un ouvrage sans qu'il soit achevé. Bon, donc euh, la déclaration d'achèvement de travaux, c'est pas un écrit assimilable à un procès-verbal de réception. Point. Donc il en va de même aussi, car on a oublié, pour des constats contradictoires de l'état et de la qualité des travaux, qui ne constitueraient pas un procès-verbal de réception de ceux-ci. Donc, je fais un constat contradictoire de l'état, de la qualité de travaux de monsieur qui fait ses ouvrages, et ça ne constitue pas un procès-verbal. Donc, aussi bien, le discours est tenu aussi bien pour les titulaires de marché que pour les maîtres d'ouvrage ou représentants de maîtres d'ouvrage. Le constat contradictoire de l'état et de la qualité, eh bien, écoutez, ne constitue pas un procès-verbal de réception. Voilà, c'était pour les deux ça. Voilà. Donc, la Cour de cassation, je dirais, opère un véritable contrôle de la motivation des juges du fond. C'est important à noter. Donc, et vérifie, alors ceci, la Cour de cassation vérifie, qui caractérise en quoi un document manifesterait l'intention du maître de l'ouvrage. Point. Donc, accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Donc, je répète, un document qui manifesterait l'intention du maître de l'ouvrage de réception ou d'accepter l'ouvrage, quelque part, avec ou sans réserve. C'est important. Bon, nous avons plusieurs formes de documents ou de process, procédures qui seraient assimilables à la réception. Voilà. La réception express, son illustration a été admise que, dans la réception express, a été admis que manifester la volonté expresse de recevoir le procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage, portant un cachet de l'architecte, mentionnant la présence de l'entrepreneur général et comportant des réserves qui expriment la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Première, c'est un premier type, une première forme de document accepté comme réception. Voilà, c'est un premier process. Donc, je réitère le process. En premier, vous avez un procès verbal de réception. Celui-ci est signé par qui? Par le maître d'ouvrage, donc l'acheteur, quelque part. Il porte le cachet de l'architecte, c'est-à-dire le maître d'œuvre. Il mentionne la présence de l'entrepreneur. Monsieur le titulaire du marché est là, le titulaire général. Et comporte des réserves. Alors, monsieur le titulaire général du marché a ça à faire, donc c'est évoqué, il y a les réserves qui ont été évoquées. Et il exprime, enfin, il dit, une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux. Voilà. Il dit, moi j'ai des réserves, mais j'accepte les travaux. Voilà. Mais il y a ça à lever. C'est fait. Vous avez une deuxième forme, c'est un procès-verbal de réception, voilà, renvoyant à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant les désordres réservés. Voilà, c'est une forme de réception. Donc je répète, un procès-verbal de réception renvoyant à une lettre recommandée, donc on envoie par lettre recommandée, avec une demande d'avis de réception
visant les désordres réservés. Tac, 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 tac. Tel désordre, tel désordre, tel désordre, tel désordre. C'est une forme de réception. Attention, hein, vous êtes maître d'ouvrage, vous mettez les désordres, vous envoyez, ben, vous avez réceptionné. Donc, un bordereau en tête, ça c'est une troisième forme de l'entrepreneur, et contenant la liste établie à la main, hypothétiquement, par un des représentants des fenêtres examinées en présence du maître de l'ouvrage qui avait apposé son cachet commercial ainsi que la signature de son dirigeant. Alors pourquoi la fenêtre? Parce que la fenêtre en est hors d'air. Hors d'eau, hors d'air, tout simplement. Bien, nous avons aussi une forme, euh, nous sommes dans la quatrième type de procédure. C'est un document qui aurait été signé par des parties dans lequel l'entrepreneur reconnaît avoir reçu sa rétribution en fin de chantier. Donc il reconnaît avoir reçu sa rétribution, à l'exception bien sûr du solde de 5%, voilà, qui lui est destiné à la levée des réserves et s'engage à lever, je dirais, des désordres dans un délai précisément fixé. Voilà. Donc on a un document qui est signé par des parties dans lequel l'entrepreneur lui reconnaît avoir reçu sa rétribution. Je reconnais avoir en fin de chantier, donc je reconnais avoir reçu X somme, à l'exception des 5% de cette X somme, qui sert à la levée de réserve, qui est une caution pour la levée de réserve, qui est destinée à et il signe un engagement à lever les désordres dans un délai qui était fixé par le maître d'ouvrage, tout simplement. Donc, il y a aussi une cinquième forme qui est une forme de manuscrit qui serait intitulée Visite de réception à la remise des clés de l'habitation. Donc, il s'agit d'une habitation. Celui-ci qui visait dans l'observation par un entrepreneur, ou bien un document qui aurait été intitulé Certificat de réception des travaux, voilà, qui était signé par les entrepreneurs, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre constatant l'achèvement des travaux sans réserve. Euh, c'est c'est un process de réception légal. Donc un document qui est intitulé Certificat de réception de travaux, d'un côté, qui aurait été signé par des entrepreneurs, qui aurait été signé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui constate l'achèvement des travaux, bien sûr, sans réserve. Voilà, il n'y a pas de réserve. Tout le monde sait. Donc, le juge, en présence d'un document constatant des réserves et signé du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs, le magistrat ne peut pas estimer qu'il n'y a pas eu réception. Voilà, donc, ça compte. Vous avez effectué votre réception, simplement. Non, la réception express, il y a des cas particuliers. Alors, on va dire, quel cas peut-il y avoir? Alors, il y a le cas, bien souvent, de la réception express, mais dans les maisons individuelles. Donc, ça concerne peut-être certaines parties, mais bon, alors l'article L 231-8 du Code de la construction, alors là, on n'est plus dans le Code civil, on n'est plus dans les civilités, on est bien dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, hein, ajoute aux règles de droit commun un mécanisme particulier de la réception qui est intéressant. Donc, uniquement applicable pour les maisons individuelles. Donc, s'agissant de réception de travaux de construction de maisons individuelles. Voilà. Donc, ce texte prévoit que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 8 jours qui suivent la remise des clés consécutives à la réception pour dénoncer les vices apparents qu'il y aurait, qui n'avait pas signalé lors de la réception. Donc, sauf ce qu'il faut savoir, c'est que cette dissociation doit intervenir par lettre recommandée. Et cette règle dérogatoire
elle cesse, elle peut cesser, elle peut ne pas exister, enfin, elle peut être obsolète. Au cas si le maître, auquel cas où le maître de l'ouvrage se fait assister lors de la réception par un professionnel qui est habilité en application à la loi 77-2 du 3 janvier 77, donc il s'agit d'une loi faite pour les maîtres, plus particulièrement l'architecture, l'architecte, voilà, maîtrise d'œuvre, je dirais l'architecte. C'est une loi, oui, pour l'architecte, oui, qui s'est fait en 77. Donc, et qui est précité aux articles L111-23 qui est suivant, ou par tout autre professionnel de la construction qui aurait été titulaire d'un contrat d'assurance, tout simplement, couvrant les responsabilités de type de mission. Donc, euh, il en résulte nécessairement une atteinte, bien sûr, au caractère contradictoire de la réception. Bien sûr que dans le cas de la maison individuelle, on voit, on a fait cette modification, je pense que cette modification euh, dans le code de la construction et de l'habitation a été faite, tout simplement, car c'est un produit. Donc on a un consommateur quelque part, donc avec 8 jours pour se dire non c'est bon, non c'est pas bon. On a un consommateur non sachant. Voilà. Donc je suis non sachant consommateur de mon ouvrage de chez moi, quoi, de mon petit chez moi. Je ne sais pas. J'ai 8 jours. Donc on est plus du droit du commerce, c'est plus commercial. Hein. Enfin, bon. Mais en même temps, c'est vrai qu'il en résulte une atteinte au caractère, je dirais, contradictoire de la réception. Puisque la réception, elle, se fait, il faut qu'il y ait le tiers. Il y a deux parties. Là, on a un consommateur qui dit finalement, moi je veux plus. Voilà. Il n'y a pas de contradictoire. Donc, il y a une inéquité quelque part. Voilà. Bien. Euh, Maintenant, nous allons évoquer les réserves à la réception express. Donc, si on a une réception express, oui, se forme avec des réserves. Donc, la faculté qui est offerte au maître de l'ouvrage de formuler au moment de la réception des réserves qui résultaient de la même lettre de l'article 1792-6 du Code civil. Donc, la formulation d'une réserve, je dirais, s'oppose. Attention. On va commencer par ses suppositions, et puis après on va voir ses oppositions. Donc, la formulation d'une réserve suppose une certaine précision, okay, et qui permet de déterminer en pratique, sur quoi porte la réserve. Voilà. Donc, au sens de la formulation, au sens, de la formulation de réserve générale, pourrait conduire, je dirais, ce sens de formulation, où il aurait été stipulé réserve générale, ceci pourrait conduire. Oui, alors je disais, alors, nous avons été, j'ai coupé l'enregistrement, un petit bonhomme est rentré dans la pièce. Voilà. Donc, euh, je stipulais, je reprends. La faculté offerte au maître d'ouvrage de formuler au moment de la réception des réserves résultait, bien sûr, la lettre même de l'article 1792-6 du Code civil. La formulation d'une réserve. Donc, on formule une réserve. Tiens, j'émets une réserve. PAC.